Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler de la trilogie légendaire des Drakengard et tout particulièrement de ma rétrospective complète sur cette série de jeux vidéo. Bon, voilà, j'ai dit légendaire, on pourrait dire aussi obscur. Parce que le créateur de ces jeux, donc Yoko Taro, est en fait plus populaire que ces jeux eux-mêmes. Parce que, bon, Yoko Taro est surtout connu pour avoir développé le légendaire Nier Automata. Mais bien souvent, ce que les gens oublient, c'est que avant Nier, il y avait Drakengard. Un univers sombre et complexe, inspiré entre autres de Berserk, mais également d'autres univers un peu dark fantasy. Voilà. Donc là, il s'agira effectivement d'histoires tragiques, de personnages torturés et complètement psychopathes, de fins choquantes à tire-larigot. Bon, là, clairement, on va se poser quand même pas mal de questions existentielles lors de cette vidéo. Et on va donc explorer en détail chaque aspect de cette trilogie, chaque aspect de ces trois jeux, donc Drakengard 1, Drakengard 2 et Drakengard 3. En passant par leurs incohérences, par leurs moments forts, par les trucs que j'ai aimés et les trucs que j'ai moins aimés. Et clairement, il y a beaucoup de choses à dire. D'autant plus que, attention, comme vous le savez, ou comme vous ne le savez peut-être pas, Drakengard 2 n'a pas été développé ou écrit par Yoko Taro. Et donc là, forcément, il y a beaucoup de fans qui considèrent Drakengard 2 comme étant le pire de la série, comme étant le pire de la trilogie, comme étant, pas canon. Bon, et bien justement, on va en discuter dans cette vidéo. Donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Et donc cette vidéo sera effectivement la compilation de toutes les vidéos que j'ai faites sur Drakengard jadis, il y a bien longtemps. Ça fait au moins 2 ou 3 ans que j'avais fait ces vidéos, donc voilà, ça me permet effectivement de les remettre au goût du jour avec un nouveau montage. Bref, vous allez kiffer, vous inquiétez pas. Alors sans plus attendre, préparez-vous pour un voyage fascinant à travers les mystères, les contradictions et les théories les plus intrigantes de la trilogie Drakengard. Voilà, considérez ça comme ma rétrospective complète de l'œuvre de Yoko Taro. Donc, parlons de Drakengard. L'histoire se déroule dans un monde fantastique vaguement défini où deux forces, l'Union et l'Empire, sont en guerre depuis maintenant un certain temps. Vous incarnez donc Kaim, un jeune homme issu de la noblesse de l'Union, tout ce qu'il y a de plus classique pour un jeu de ce genre, c'est-à-dire un espèce de JRPG beat'em up. Sauf que Kaim, c'est un peu un psychopathe. Notre héros, si on peut l'appeler ainsi, cultive une véritable haine contre tous ceux qui sont affiliés de près ou de loin à l'Empire. Kaim déteste également les dragons en général, car il a perdu ses parents, dévorés par un dragon noir, le laissant seul, donc pour s'occuper de sa petite sœur Furiae, qui est aussi dingue que Kaim, soit dit en passant, mais j'y reviendrai. C'est bien simple, Kaim est un taré absolu, sanguinaire et avide de sang, et il le prouvera tout au long du jeu. Quand il ne massacre pas des milliers d'hommes sur un champ de bataille, ne dépaisse pas le corps d'un soldat mort juste pour le lol, ne balance pas des penalty kicks dans la tête de son propre mentor, Verdelet pour ne pas le nommer, eh bien, Kaim ne fait pas grand chose. Yoko Taro l'avouera bien volontiers, il s'est clairement inspiré de Guts, donc de Berserk, pour créer Kaim, et j'ai envie de dire ça se voit. Évidemment, toutes les routes mènent à Berserk, surtout dans mes vidéos. C'est vrai que dans mes vidéos, je parle souvent de Berserk, mais j'ai envie de dire je suis un fan. La ressemblance entre les deux personnages, donc Kaim et Guts, est surtout visible dans Drakengard 2, qui se passe 18 ans plus tard, où l'on voit un Kaim qui pète la classe, quarantenaire, barbu, borgne, et toujours aussi cinglé, j'ai envie de dire c'est pour ça qu'on l'aime. Au-delà de ça, Kaim est censé représenter la version réaliste du protagoniste standard du beat'em up. À l'époque de la sortie de Drakengard 1, à l'époque en début des années 2000, les beat'em up, où tu incarnais un soldat qui décime des milliers d'hommes à coups de lance, c'était très populaire. Dynasty Warriors en tête, rappelez-vous. Ainsi, Yoko Taro, à travers Kaim, voulait montrer ce qui pourrait arriver à la psyché d'un homme s'il devait massacrer autant de personnes quotidiennement. La réponse, c'est Kaim. Bon, cette parenthèse kaimesque, entre guillemets, étant terminée, bien, revenons au jeu. Donc, on est toujours au début du jeu, Kaim reçoit une blessure mortelle au cours de la première bataille du jeu et est contraint de conclure un soi-disant pacte avec un dragon rouge femelle, Angelus pour ne pas la nommer, qui elle aussi a été blessée mortellement par l'Empire. Car oui, il faut savoir que dans l'univers de Drakengard, il est possible pour les humains de faire des sortes de pactes mystiques avec des créatures fantastiques, en l'échange de quoi ils recevront une puissance sans pareille. Mais naturellement, vous vous en doutez, il y a une carotte. La personne qui accepte un tel pacte doit en retour renoncer à la chose la plus importante pour lui et en lui. Ça fait évidemment beaucoup penser encore une fois à Berserk, avec le système Behelit apôtre, pour ceux qui connaissent l'univers de Berserk. Donc, Kaim devra renoncer à sa voix, d'ailleurs j'ai jamais vraiment compris en quoi la voix est la chose la plus importante pour Kaim, mais passons. Donc Kaim restera donc muet jusqu'à la fin du jeu, sauf dans une certaine fin. Je vous en parlerai plus tard. Kaim et le dragon rouge, donc Angelus, vont alors exterminer absolument tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin et renverser le cours de la guerre afin de se venger de l'Empire.
Allons droit au but. Je considère Kaim et Angelus comme étant l'un des meilleurs duos ever. Angelus, donc la dragonne, est ultra charismatique, bon déjà parce que c'est une dragonne évidemment, mais aussi grâce à sa doubleuse anglophone qui a fait un travail phénoménal avec elle. Elle est froide, sans pitié, orgueilleuse, méprisante vis-à-vis des humains, mais l'affection progressive qu'elle ressent pour Kaim tout au long du jeu lui donne une humanité assez saisissante. La relation entre les deux est d'ailleurs excellente à plusieurs égards, déjà parce que très rapidement Angelus parlera pour Kaim, vu qu'il est devenu muet, et c'est marrant de voir un gars qui non seulement est un psychopathe fini, mais qui a pour porte-parole un putain de dragon. J'ai envie de dire, tu peux pas faire plus classe que ça, quoi. En plus de ça, même la terrifiante Angelus est parfois horrifiée par la férocité au combat de Kaim, et le lui fera remarquer à de multiples reprises au cours des batailles, ce qui donne à Kaim une aura encore plus vénère. Bref, un peu plus tard, nous apprenons que l'Empire est en fait dirigé par un espèce de groupe mystérieux appelé le culte des observateurs, donc le culte des Watchers en version américaine. Ce culte tente de briser ce qu'on appelle les sceaux. Alors, qu'est-ce que c'est que les sceaux, en fait? Eh bien, on ne sait pas exactement. Les sceaux sont un élément clé de Drakengard, agissant comme la seule chose qui protège le monde du chaos. On ne sait pas comment ces sceaux sont exactement fabriqués et quelle est la nature de ce chaos dont ces sceaux sont censés nous protéger, à proprement parler. Mais on sait que Furiae, donc la sœur de Kaim, rappelez-vous, est elle-même un sceau, le sceau de la déesse. Furiae a fait vœu de chasteté pour pouvoir devenir la porteuse de ce sceau de la déesse, aux grandes dames de son fiancé Inuart. Inuart étant le classique faire-valoir du protagoniste Kaim, joueur de harpe et indécrottable romantique de son état, bref. Inuart, c'est un peu le mec inutile. Donc Inuart, qui est une vraie mauviette, est peu après capturé par l'Empire et subit un lavage de cerveau pour accepter un pacte avec un dragon noir. Il s'agit bien sûr du même dragon qui a tué les parents de Kaim, donc vous voyez à peu près comment ça va se dégoupiller. Ayant perdu sa capacité à chanter, bon, j'ai envie de dire là, le prix du pacte fait sens, parce que Inuart était un chanteur, contrairement à Kaim qui perd sa voix alors qu'il s'en bat visiblement les couilles de sa voix. Donc voilà, je comprends pas trop l'intérêt du sacrifice de Kaim. Pour Inuart, ça fait sens, comme je viens de le dire. Donc Inuart défonce Kaim et kidnappe Furiae, et c'est à ce moment-là que le jeu commence à devenir complètement dingue. Voilà, c'est là où Yoko Taro perd les pédales, hein, clairement. Car dans leur quête pour récupérer Furiae, Kaim et Angelus rencontrent et rassemblent les membres de leur groupe, en mode JRPG classique. Et quel groupe, j'ai envie de dire. Vous savez, dans les RPG japonais, il y a toujours un espèce de groupe qui s'assemble autour du héros, j'ai envie de dire le grand classique, comme dans Final Fantasy VII avec Barret, Tifa, Nanaki, ou comme dans Tales of Symphonia avec Kratos, Genis, Colette, bref. On a l'ami d'enfance du héros, le sidekick marrant, le mage blanc, la meuf kawaii, l'obsédé de service, bref. Les perso classico-classique du JRPG. Sauf que dans Drakengard, et c'est là où ça devient marrant, les membres du groupe de Kaim sont tout, et je dis bien tout sauf classique, et je vous le dis très franchement, je vais devoir choisir très soigneusement mes mots pour les décrire pour que ma vidéo ne se fasse pas striker direct. Commençons d'abord par le premier membre de l'équipe de Kaim, qui rejoint l'équipe de Kaim. J'ai nommé Léonard. Donc alors, Léonard est un gentil paladin qui a perdu ses petits frères, donc. Et l'a vu, soit dit en passant, après qu'il ait fait un pacte avec une espèce de fée qui passe son temps à l'insulter, bref. Bon. Pour l'instant, il a l'air sympa le Léonard, sauf que, j'ai envie de dire... Ah, comment dire ça comment dire ça sans se faire striker? Voilà, je vais dire simplement que Léonard, il aime bien les jeunes garçons. Voilà, je vais m'arrêter là, vous m'avez compris, bon. Voilà. Le premier mec qui rejoint votre équipe se trouve être, j'ai envie, ouais, faut dire la vérité, le Émile Louis des JRPG, quoi. Je veux dire, ça te donne pas trop envie de rencontrer les autres membres du groupe. Après, il faut savoir que Léonard essaie de combattre ses pulsions et fera tout pour sauver le monde, donc c'est déjà ça. Ensuite, on a ma petite favorite, Ariok. Alors, avec Ariok, c'est très simple. Cette meuf pourrait se faire se pisser dessus le Joker lui-même. Après son pacte avec une salamandre, Ariok perdra son utérus. Comme vous le savez, hein, pour faire un pacte, il faut perdre quelque chose en soi. Voilà, qui nous est important. Pour Ariok, c'est son utérus. Le problème, c'est que, contrairement à Kaim, qui se fout d'avoir perdu sa voix, eh bien, Ariok, elle, elle y tenait à son utérus. Surtout qu'elle a perdu ses deux gosses et son mari par-dessus le marché. Donc elle devient totalement dingue et se met à, je ne déconne pas, à dévorer des enfants afin de les sentir dans son ventre d'une autre façon, vu qu'elle ne peut plus tomber enceinte. Ah ouais. Voilà, quoi, c'est l'époque des case seats et des bibis est vraiment, vraiment loin, quoi. Évidemment, c'est pas tout à fait terminé, il y a aussi Verdelet. Donc Verdelet qui, de la même manière que Kaim, a bien carotté tout le monde, parce que ce dont il a dû renoncer pour faire un pacte avec son dragon pétrifié, c'est juste ses cheveux. Là, vous le voyez, je pense que je vais vous mettre une petite photo de Verdelet, vous voyez, crâne rasé avec un tatouage badass, c'est ça son pacte, quoi. La grosse carotte.
Alors ok, il devait avoir une belle tignasse quand il était jeune, mais quand on compare avec le sacrifice d'Ariok, qui a sacrifié sa fertilité, et Léonard, qui a sacrifié ses yeux, eh bien, Verdelet s'en tire à très très bon compte. Ce qui est marrant avec Verdelet, c'est pas forcément le fait qu'il soit chauve, bon bref, voilà, avec le fait qu'il a réussi à carotter le monde, avec son sacrifice de... bref, bah... Ce qui est marrant avec Verdelet, c'est qu'on te le vend comme l'archétype, vous voyez, j'ai amélioré ma prononciation, vous allez arrêter de me charrier dans les commentaires, de ce qu'on appelle communément le paragon, c'est-à-dire le vieux sorcier qui sait tout, le sage qui connaît tout, bref, au début on croit que Verdelet c'est un peu le paragon, on croit que Verdelet c'est une espèce de version chauve de Gandalf, mais au final, il est aussi impuissant que les autres, et il ne fait que couiner de peur pendant toute la durée du jeu, j'ai envie de dire, c'est assez marrant. Le dernier membre du groupe est un enfant appelé Céré, qui est accompagné d'un golem avec lequel il a conclu lui aussi un pacte. Céré a renoncé au temps pour ce pacte, ce qui signifie qu'il ne peut pas vieillir. Donc Céré n'est pas un fou furieux comme les autres, c'est un jeune garçon très sympa. Mais ses interactions avec Léonard sont, comme vous vous en doutez, assez gênantes. Il est également à la recherche de sa sœur, une petite fille qui s'appelle Mana, et ça on en parlera. Mana est un personnage très intéressant. Donc notre groupe de joyeux lurons maintenant assemblés, le jeu nous emmène ensuite dans de belles missions, comme celle où on doit tuer des enfants soldats qui ne cessent de demander grâce alors qu'on les massacre. Léonard vous demandera d'ailleurs également de les épargner pour des raisons que je refuse d'envisager, vous vous en doutez bien, bref, n'importe. Quoi qu'il en soit, après un massacre qui durera à peu près 5 heures, vous imaginez la dégaine du jeu quoi, c'est un jeu de ouf, vous tombez alors sur la première fin du jeu, où vous trouvez Furiae morte dans le siège du culte des observateurs. Elle a été tuée hors champ, Inuart est incapable, pleure à côté de son corps, et une petite fille possédée danse autour d'eux. Vous l'avez deviné, cette petite fille n'est autre que Mana, la sœur jumelle de Céré, qui, donc, est apparemment une sorte de prophète du culte des observateurs. Donc, Mana est un personnage très intéressant, il faut qu'on en parle, et l'un des seuls qui sera bien écrit dans la suite Drakengard 2. En résumé, la mère de Mana et Céré, en les mettant au monde, donc en mettant au monde les jumeaux, Mana et Céré, reçut la prédiction d'une voyante qui passait par là, et cette prédiction, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, déjà, elle est sans appel. Parmi ces deux enfants, parmi Mana et Céré, l'un sauvera le monde, tandis que l'autre le détruira. Évidemment, la mère ne pouvait deviner lequel d'entre eux ferait quoi, mais manque de peau pour Mana, elle est née avec une paire de yeux rouges, comme vous pouvez le voir dans la photo que, en principe, vous voyez tout de suite. La suite, vous la devinez sans peine, la mère se mit à adorer et à pomponner Céré, et à détester et à maltraiter la pauvre petite Mana. Mana, désespérée par le manque d'amour de sa maman, finit par quitter la maison et se fit recueillir, vous l'avez deviné, par le culte des observateurs, et ils la possédèrent en lui conférant des pouvoirs magiques incroyables. En gros, les observateurs sont des espèces d'entités qui se servent de Mana comme d'un vaisseau pour agir à travers elle. D'une certaine manière, les observateurs, c'est un peu comme les God End de Berserk. Et oui, tous les chemins mènent à Berserk, encore une fois. L'histoire de Mana est tragique, car la prophétie dont je vous ai parlé est clairement autoréalisatrice, parce que si la maman n'y avait jamais cru ou ne l'avait jamais entendu, eh bien, Mana aurait vécu heureuse dans sa famille avec son frère et sa mère, et le culte des observateurs l'aurait eu dans le baba. Mana fera donc office de boss de fin de jeu, en tout cas pour la première fin, dans laquelle elle se transforme en une espèce de méga Mana volante de 15 mètres. Alors que les sceaux sont détruits et que l'apocalypse est prête à se déverser sur le monde, le groupe parvient à tuer Mana, un autre enfant tombé sous la lame de Kaim, j'ai envie de dire, hurrah. Et d'ailleurs, la fin est assez tragique parce qu'on voit la pauvre petite Mana supplier pour pas qu'on la tue, et d'une certaine manière on la comprend, parce qu'elle n'a fait ça que pour récupérer l'amour de sa mère, mais évidemment Angelus on en a rien à foutre, et vas-y on va la cramer cette petite. Tu sens que les mecs ils sont pas là pour déconner quoi. La team de Kaim, c'est pas la team de Guts, hein. Y a pas Isidro, je sais pas quoi, y a pas de gentils mecs, hein. Voilà, que des tarés. Bref. Le problème est qu'il faut recréer un sceau tout de suite, parce que, comme vous le savez, tous les sceaux ont été détruits, si on ne veut pas que le chaos ne détruise tout. Mais pour cela, on a besoin d'une femme pucelle. Heureusement, Kaim a de la chance, et il a ça sous le bras. Non, c'est pas Ariok, comme vous le savez, elle l'est plus, mais bien Angelus, et oui, incroyable, qui accepte d'assumer cette fonction, et l'apocalypse est donc annulé. Kaim pleure car il se rend compte qu'il l'aimait. Le pire dans tout ça, c'est qu'une romance humain-dragon, c'est l'une des choses les moins bizarres de ce jeu, j'ai envie de dire, tout est dit. Et Angelus disparaît dans un espèce de vide mystique, sauvant le monde. C'est la fin. Bon, j'ai envie de dire c'est peut-être la fin de cette vidéo, n'est-ce pas, vu que là on vient de parler de la fin de Drakengard. Ouais, mais non. J'ai oublié de mentionner que le jeu a un total de 5 fins, toutes plus folles et tordues les unes que les autres. Donc c'est parti. La vidéo est loin d'être terminée. Dans la deuxième fin de Drakengard, la plus creepy de toutes les fins, sans nul doute en ce qui me concerne, Inuart
traîne le cadavre de Furiae, comme vous le savez, Furiae est morte, jusqu'à une graine de résurrection. Alors qu'est-ce que c'est qu'une graine de résurrection? Ce sont des espèces de grandes pierres qui sont destinées à apparaître à la fin du monde, et leur utilisation est censée être interdite. Et elles sont censées ressusciter les morts, voilà. Mais bien sûr, comme Inuart est un imbécile, il gâche tout une fois de plus. Furiae est effectivement ressuscité, mais sous la forme d'un monstre ressemblant à une espèce d'ignoble harpie, horrible et dégueulasse, absolument terrifiante, qui tue Inuart dès qu'elle ouvre les yeux. Kaim est obligé de tuer sa sœur, d'ailleurs. Furiae est l'un des boss les plus chauds du jeu, faut le dire, pour réaliser ensuite que les graines de la résurrection ont fait des milliers de copies d'elle. C'est donc l'apocalypse, fin et absolument horrible, terrifiante. Que ce soit au niveau de la musique glauque, du visuel cthulhuesque de Furiae ressuscité, qui nous montre en fait son vrai visage, parce que j'avais dit au début de cette vidéo que Furiae était aussi folle que son frère, et c'est vrai. Au début du jeu, on nous la montre comme une jeune fille pure, en mode Yuna de FF10, mais elle nourrit en fait des désirs honteux envers son propre frère Kaim, j'en dirai pas plus, et c'est bien dégueulasse, voilà, vous avez deviné ce que je voulais dire. Yoko Taro, à travers Furiae, voulait montrer à quel point le délire inceste fraternel que l'on peut voir dans beaucoup d'animés de l'époque, et encore plus dans les animés d'aujourd'hui, voilà, est en fait dégoûtant dans un contexte réaliste. Voilà, tout ce qui est Oni-chan ou je sais pas quoi là, bon voilà, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et Drakengard nous le montre. Bon, passons maintenant à la troisième ferme du jeu, qui est, en ce qui me concerne, la plus faible. Angelus, donc, rompt son pacte avec Kaim, parce que oui, apparemment elle peut faire ça, lorsqu'on lui ordonne de mener les autres dragons dans une espèce de grande purge contre l'humanité pour des raisons que le jeu ne prend même pas la peine d'expliquer. Kaim se remet d'ailleurs à parler, pour dire n'importe quoi, hein, voilà, nous rappelant à quel point c'était mieux quand il fermait sa gueule, et donc il abat Angelus, dans un combat de boss pas terrible, je dois dire. Donc Kaim s'élance ensuite seul face à l'armée des dragons, bon clairement, c'est la fin la plus OSEF des 5. Cette fin aurait pu être la meilleure, avec les deux protagonistes du jeu qui s'affrontent dans un combat fratricide, Kaim qui recouvre sa voix, les dragons qui débarquent pour faire une descente, bon voilà quoi. Mais au final, la mise en scène est inexistante, Kaim dit des choses inutiles genre « je m'appelle Kaim » et Angelus ne nous explique rien de la logique de ses actions, bref. En gros, la fin 3 c'est OSEF sur 20. Il est temps à présent de parler de la quatrième fin, et c'est marrant parce que si la troisième fin est la plus éclatée de toutes les fins, la quatrième est la meilleure en ce qui me concerne, c'est la seconde fin que j'ai débloquée et bon sang. Je ne crois que j'ai jamais pris une telle claque vidéoludique de ma vie. Bon, en gros, la quatrième fin met en scène l'apocalypse à proprement parler, et autant vous le dire, ça picote un peu. Le dernier saut est donc brisé, le groupe de Kaim échoue à arrêter l'apocalypse, et donc ça arrive, le ciel s'effondre, et une bande de bébés gigantesques flottants munis de dents, eh oui, entre dans la réalité du monde de Drakengard. Ils sont suivis de près par leur mère, donc la reine Beth, Beast Queen, qui est apparemment sur le point de donner naissance à la fin du monde. Bref, c'est la merde absolue. Ariok, notre mangeuse de bébés préférée, se laisse prendre au jeu et se fait dévorer par ces espèces de choses abominables. Léonard meurt lui aussi en se faisant exploser pour donner au reste du groupe plus de temps pour agir. Je vous l'avais dit, c'était un bon gars, malgré ses penchants ultra douteux. Là où ça commence à vraiment devenir intéressant, c'est quand Céré a l'idée de rompre son pacte après qu'Angelus et Kaim ne le fassent atterrir sur le ventre gonflé de la reine Beth. Rappelez-vous, le sacrifice de Céré en échange de son pacte avec le golem est qu'il cesse de vieillir, donc son temps, d'une certaine manière, entre guillemets, s'est vu figé. Aussi, Céré pense que le temps auquel il a renoncé, donc une fois libéré, arrêtera l'apocalypse qui va sortir de la reine Beth. Kaim et Angelus se sacrifient en le transportant jusqu'à elle, et donc, une fois que Céré atterrit sur le ventre gonflé de la reine Beth, eh bien, il décide de rompre son pacte, et la majeure partie de la version de Drakengard, donc de l'Europe, est gelée dans le temps. Bah, c'est incroyable. Cette fin, elle est magnifique, voilà. Tout dans cette fin est extraordinaire. La musique ultra mystique et glauque, la mise en scène incroyable, la mélancolie de voir le monde plus ou moins, entre guillemets, sauvé, mais figé à jamais. C'est absolument grandiose, je vous conseille de voir la fin, ne serait-ce que sur YouTube. Cette fin est personnellement ma préférée, je l'ai déjà dit, mais elle est aussi symbolique d'un problème que je considère commun à tous les scénarios des jeux de Yoko Taro, en tout cas les jeux auxquels j'ai joué, tous les jeux sauf Automata. J'ai envie de dire le problème c'est le manque de foreshadowing / fusil de Tchekhov. En gros, Céré annonce durant cette fin qu'il existe une légende qui stipule qu'autrefois un petit garçon que l'on nommait le petit héros avait sauvé le monde en buvant le temps, entre guillemets. Cette fable indique également qu'il se réincarnera un jour, et Céré pense qu'il est cette réincarnation justement. C'est cool, mais c'est un peu tard pour nous annoncer ça. En effet, cette révélation aurait été bien plus impactante si on l'avait su avant. D'ailleurs,
ça aurait un autre intérêt, celui de comprendre pourquoi Ramia, donc c'est le nom de la mère de Cere et Mana, a toujours préféré Cere vis-à-vis de Mana, au-delà du fait que Mana ait les yeux rouges. C'est notamment à cause de cette fable du petit héros. La fin ultime du jeu, donc on va passer à la 5e et dernière fin, vous demande, pour la débloquer, de collecter toutes les armes du jeu. C'est une tâche incroyablement frustrante et peu amusante, j'y ai vraiment passé des heures, dont l'accomplissement vous récompense en vous laissant affronter la reine bête, dans un jeu de rythme quasiment infaisable, et puis, si par miracle vous gagnez, eh ben ok, le boss meurt, le monde est sauvé, ouais, super, mais évidemment, il y a une carotte, j'ai envie de dire, voilà, dans Drakengard, il y a toujours une carotte. Et quelle carotte! Parce que Kaim et Angelus, pour se battre contre la reine bête, doivent aller la suivre dans le monde d'origine des mystérieux observateurs / watchers. Et, tenez-vous bien, le duo se retrouve alors en plein milieu de Tokyo, la capitale du Japon. Incroyable quoi. Votre cerveau est obligé de fondre devant cette fin complètement tarée, et je trouve ça génial. Parce que ça veut dire que les plus grands méchants du jeu, c'est-à-dire les observateurs, eh bien, c'était nous, c'était les joueurs. Ce concept est quand même ultra en avance sur son temps. Je rappelle que Drakengard est sorti plus de 10 ans avant des jeux comme Undertale, Off ou Doki Doki Literature Club, des jeux qui, eux aussi, font réfléchir sur la limite entre les jeux et les joueurs. Et après des heures et des heures, voire des jours, à essayer de finir Drakengard, à incarner Émile Louis et l'autre bouffeuse de gosses, là, voilà, le joueur peut donc voir Kaim et Angelus se faire abattre par des avions de chasse, se faire abattre par des F-14, voilà, et crever comme des rats. Donc, Drakengard vous oblige ainsi à collecter toutes les armes du jeu pour ensuite vous laisser combattre un boss complètement surcheaté, surshooté, qui ne vous laisse même pas utiliser une seule d'entre elles. Puis il vous récompense en vous donnant une fin tellement folle qu'elle peut s'apparenter à une blague. C'est du trollage à son meilleur, merci Yoko Taro. Et le truc encore plus dingue, c'est que des 5 fins de Drakengard, eh bien, c'est la plus folle de toutes les fins, c'est-à-dire la fin 5, qui est canon. C'est quand même... Ça franchement, c'est un truc de malade. C'est un truc de ouf. La pire fin, eh ben, c'est la fin canon. Un truc de ouf. Les joueurs de Nair le savent d'ailleurs fort bien, car l'issue de combat entre Kaim, Angelus et la Reine Bête est justement ce qui lance l'intrigue du premier Nair. Non, vraiment, aucune œuvre de divertissement ne s'est jamais approchée d'une telle folie maîtrisée à autant de niveaux. Mais encore une fois, ce jeu peut difficilement être considéré comme divertissant, donc je suis peut-être un peu subjectif dans mon avis, j'ai envie de dire, mais après tout, ce n'est jamais que mon avis. Hélas, et c'est là qu'on va commencer à parler de Drakengard 2, il se trouve que, de la trilogie Drakengard, seuls le premier et le troisième opus ont été chapeautés par Yoko Taro. Le second a été produit sans lui, et je pense que vous commencez à vous en douter, Drakengard 2 est le vilain petit canard de la série. On lui reproche, entre autres choses, de proposer un scénario bien trop générique, des personnages creux / trop safe, et une ambiance infiniment moins dérangeante que le premier Drakengard, ou que les autres jeux de Yoko Taro en fait. Et c'est sûr que là-dessus, il est quand même difficile d'arguer le contraire. Ceux qui ont joué au premier Drakengard ou qui ont vu ma vidéo dessus le savent, le premier Drakengard est l'un des jeux les plus malsains qui soient. Je veux dire, notre équipe est quand même composée d'un meurtrier de masse totalement jeté en la personne de Kaim, d'un Émile Louis en puissance, j'ai nommé Léonard, d'une bouffeuse de gosses littéralement Ariok, sans même parler de la sœur de Kaim Furiae, qui est apparemment originaire du Nord-Pas-de-Calais, comprenne qui pourra. Alors, l'ambiance globale est digne d'un berserk sous crack, et les 5 fins sont toutes plus folles les unes que les autres. Aussi, lorsque l'on vient à comparer cette œuvre génialement détraquée à sa suite, Drakengard 2, eh bien, les choses se gâtent très rapidement. Surtout lorsque l'on s'attarde sur le protagoniste de Drakengard 2, donc Noé, qui fait mais pas le figure en comparaison de Kaim, ou même de Zero de Drakengard 3. L'intrigue se veut bien moins original, et on se retrouve avec un JRPG lambda qui a la réputation d'être plutôt commun, avec une ambiance comme on peut en trouver dans plein d'autres jeux du même genre, infiniment moins morbide de ce qu'on est en droit d'attendre d'un jeu Drakengard. Je veux dire, en principe, lorsque l'on joue à un jeu Drakengard, on s'attend à être sur le cul au niveau du scénario, et que même si le gameplay a de bonnes chances d'être moisi, eh bien, les personnages mémorables et le fait de voir plein d'archétypes déconstruits dans tous les sens, eh bien, en général, sont bien assez pour faire passer la pilule. Et c'est là que ça la fout mal pour Drakengard 2, car si son gameplay est en tout point meilleur que son aîné, eh bien, ça reste quand même un beat'em up assez plan-plan. Et de toute façon, ce n'est pas pour la jouabilité qu'on joue à un Drakengard, mais pour la touche de folie propre à Yoko Taro. Et vu que le 2 a été produit sans Yoko Taro, voilà, je vous fais pas un dessin. Le jeu en ressort forcément plus fade. Pire encore, Drakengard 2 n'est maintenant même plus canon, car il est la suite de la fin A, la première fin du premier Drakengard, alors que la fin canon, confirmée par Nair, est la fin 5, donc la fin E. Je vous renvoie, une fois encore, à ma vidéo sur Drakengard 1,
pour plus d'informations sur les fins dingues de Drakengard et comment la fin E, donc la 5e fin, ouvre l'intrigue des Nair. Donc on se retrouve avec un second opus complètement délaissé, qui n'a pas été écrit ou réalisé par le créateur original de la série, qui d'ailleurs l'a renié, voilà, avec des persos soi-disant fades, une intrigue bateau, et qui en plus ne s'avère même plus être canon. Donc voilà, Drakengard 2 ne fait même plus partie de ce qu'on appelle le Yokoverse. Donc c'est bon, le jeu est une bouse et on arrête la vidéo ici? Eh bien... je dirais que c'est un peu plus compliqué que ça. Pour vous dire la vérité, ma volonté initiale en faisant cette vidéo était de pisser royalement sur ce Drakengard 2, qui était jusqu'à récemment dans ma liste des jeux que je déteste le plus. Bon. Je me voyais vous dire que c'est le pire de la série de Drakengard et qu'il vaut mieux l'oublier, un peu la même chose que ce que j'ai dit sur Max Payne 3 par rapport aux deux premiers Max Payne, dans ma vidéo sur Max Payne. Bon, mais voilà, étant donné que je me suis refait très récemment la trilogie de Drakengard, pour vous faire cette vidéo, eh bien, je dois dire que, et j'en suis le premier étonné, mon avis sur la question de Drakengard 2 a radicalement changé. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais attendez-vous à être surpris. En tout cas, cette vidéo sera divisée en 3 parties. Nous allons voir ensemble les côtés négatifs du jeu, qui, comme je l'ai dit, sont légion, mais également, et là c'est la surprise, ces côtés positifs qui sont bien plus nombreux que dans mes souvenirs, et en particulier vis-à-vis du 3e opus. Mais j'aurai l'occasion d'en reparler. Et finalement donc, on terminera tout ça avec une comparaison avec Drakengard 3, qui est donc le grand retour de Yoko Taro avec les Drakengard. Bon. Mais avant toute chose, on va tout de même introduire l'intrigue du jeu Drakengard 2 afin de commencer notre analyse dans les meilleures conditions. Donc, Drakengard 2 se déroule 18 ans après les événements du premier jeu, via la fin A, où la dragonne Angelus se sacrifie pour établir les sceaux, empêchant la fin du monde. L'histoire suit donc le jeune Noé, qui a d'abord été enlevé par un dragon bleu nommé Negna, et a finalement été découvert par un certain Aurore, général des Chevaliers du Sceau, un puissant groupe de soldats d'élite chargé de protéger les 5 sceaux magiques, qui confinent le dragon rouge Angelus dans une dimension un peu bizarre, et donc voilà, ce qui permet de maintenir la paix dans le monde. Donc, Noé est adopté par Aurore, et devient rapidement un chevalier de l'ordre à son tour, et jure de protéger les sceaux, comme son père Aurore avant lui, aux côtés de Eris, une femme chevalier avec laquelle il s'entend pas mal. Bon, ce n'est pas aussi simple que cela cependant, et Noé découvrira à ses dépens que les chevaliers du sceau ne sont pas aussi nobles ni paraissent de prime abord, dans un twist tout droit sorti de Suikoden 4, mais bon. Ainsi, notre héros idéaliste et plutôt génial, on en reparlera, abandonne l'ordre des Chevaliers du Sceau et part à la découverte de la vérité par lui-même, faisant la rencontre ce faisant des personnages du premier Drakengard, principalement Mana, la méchante principale de Drakengard 1, qui est maintenant adulte et pleine de remords, ainsi que Kaim, son sombre protagoniste qui est encore plus taré qu'avant, je savais même pas que c'était possible, et qui est un sacré exploit. Comme on pouvait s'y attendre, cette trahison vis-à-vis des chevaliers vaut à Noé beaucoup d'ennemis, qu'il devra à contre-cœur incinérer et tailler en pièces tout au long de son aventure. Bon, alors, maintenant que la base de l'intrigue est posée, eh bien on va pouvoir commencer à analyser tout ça, et justement à s'attaquer à ceux qui pêchent dans ce jeu. Bon. Alors, commençons d'abord avec le premier problème le plus évident, Noé, le protagoniste principal de Drakengard 2. Alors, il répond à peu près à toutes les exigences d'un héros de JRPG classico-classique. Il a un physique très androgyne, une coupe de cheveux rocambolesque, un tempérament génial. Bon, c'est simple. Cavia, les développeurs de ce jeu, nous ont fait une MGS2 sur ce coup-là. Et de la même façon que tous les fans du premier Metal Gear Solid avaient hâte de retrouver le badass Snake dans Metal Gear Solid 2, eh bien, ils se sont vus obligés de jouer avec l'efféminé Raiden. Et c'est un peu la même chose que ce qui s'est passé avec Drakengard 2. Les fans de Drakengard comme moi se frottaient les mains à l'idée de retrouver le fou furieux sanguinaire Kaim, et ont fini par incarner un schlag de 30 kilos tout habillé, sans aucune ambition, Noé évidemment, qui se laisse porter par les décisions des autres, qui n'est absolument pas proactif, qui passe son temps à beugler comme une chèvre sans rime ni raison, et surtout qui ne comprend rien à rien. Pose des questions stupides à tout bout de champ sur des choses évidentes pour quelqu'un qui a grandi dans le monde de Drakengard. Il est évident que pour le dernier point, c'est pour donner l'occasion aux autres personnages d'exposer le lore et le scénar aux joueurs, afin qu'ils ne soient pas perdus, bien sûr. Donc ils répondent aux questions de Noé, et voilà, et ils répondent d'une certaine manière aux questions du joueur, voilà, par rapport au monde et comment ça fonctionne. Mais c'est juste maladroit, et ça fait passer Noé pour un idiot du village. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a tant de héros amnésiques dans les JRPG, car c'est l'excuse parfaite pour dérouler son exposition sans que ça ait l'air bizarre. Mais le truc, c'est qu'on ne peut pas faire ça n'importe comment. Tu prends Final Fantasy X par exemple, eh bien, Tidus passe aussi son temps à ne rien comprendre et à poser des questions, mais ça peut se comprendre, car le mec vient d'un autre monde. Et même là encore, beaucoup ont quand même détesté Tidus, malgré ça. Bon, Noé a un semblant d'excuse d'être aussi ignorant de tout, vu qu'il a été originellement élevé par un dragon pendant les premières années de sa vie, mais ça reste boiteux, car il a été recueilli par Aurore alors qu'il n'était encore qu'un enfant. De toutes les manières,
Le principal problème de Noé n'est pas son personnage en tant que tel, mais le fait qu'il est un personnage protagoniste générique de JRPG dans une série de jeux qui, justement, est censé être tout le contraire de générique. Comme je l'avais dit dans ma review du premier Drakengard, Kaim, donc le protagoniste du premier jeu, était censé être une déconstruction d'un héros de beat'em up standard, dans le sens où on voyait à travers la folie meurtrière de Kaim ce qui arrive réellement à la psyché d'un homme lorsqu'il massacre des centaines d'hommes tous les jours sur les champs de bataille. Noé par contre n'est rien de tout cela comme je l'ai déjà dit. Maintenant, je ne dis pas que tous les personnages de Drakengard doivent être des malades mentaux par défaut, mais le problème de Noé est qu'il est tout simplement trop gentil. Il est naïf, à la voix douce, altruiste, et essaie toujours de suivre le bon chemin. Ce n'est pas forcément un mauvais postulat de départ, mais le vrai problème est qu'il n'évolue pas du tout au long du jeu. C'est un bon gars au début, et c'est un bon gars à la fin. Cela aurait pu être un concept fonctionnel si le jeu montrait sa croissance d'un jeune garçon naïf à un adulte sage et prudent, mais cela ne se produit tout simplement pas. En plus, sa personnalité crée une importante dissonance narrative. Malgré son caractère de bisounours, Noé se soucie à peine de tuer des milliers de personnes au cours des phases de gameplay du jeu. Cela crée non seulement une dissonance avec la personnalité du personnage en question, mais détruit l'un des principaux aspects établis par le premier Drakengard. On ne peut pas tuer plusieurs milliers de personnes et s'en tirer, sans se prendre un retour de karma. Mais dans Drakengard 2, si. On peut dire ce qu'on veut de la façon qu'a Yoko Taro décrire ses personnages, mais ce qui est certain, c'est que la plupart de ses personnages principaux sont proactifs et imprévisibles, tout le contraire de Noé hélas, et il est symbolique de la philosophie générale de ce deuxième opus, à savoir de rendre Drakengard bien plus générique, aseptisé et sans aspérité. Je rappelle tout de même que le premier opus abordait des sujets tabous tels que l'inceste et l'abus d'enfants. Aucun sujet controversé ne sont abordés dans Drakengard 2. Au lieu de cela, on nous resserre le sempiternel message sur le fait que ce n'est pas bien de sacrifier les gens pour le bien de tous, et que la liberté c'est trop bien, mais voilà, comme si ces sujets n'avaient pas déjà été abordés de bien meilleure manière dans Final Fantasy X ou même Tales of Symphonia. L'intrigue du jeu elle-même se trimballe un tas d'incohérences qui, cependant, ne sont que la pointe de l'iceberg. Pour commencer, pourquoi, contrairement aux autres DS, Angelus est-elle isolée dans une autre dimension ? Alors on se pose la question, bien sûr, cette incohérence est issue de la fin A du premier jeu, mais vu que le second jeu est une continuation de la fin A, ça aurait été pas mal d'expliquer tout ça, tout de même. Bon. Deuxièmement, toute la situation autour du général Gizmor, qui est le dirigeant véreux des Chevaliers du Sceau, qui finira donc par tenter d'empoisonner Noé après, si le général savait que Noé pouvait créer des problèmes à l'avenir, pourquoi n'a-t-il pas tenté de se débarrasser de lui alors qu'il n'était encore qu'un petit bleu à l'Académie des Chevaliers ? Considérant qu'Aurore, donc le père adoptif de Noé, est décédé plusieurs années avant l'obtention du diplôme de Noé, il n'avait aucune protection réelle pour le garçon, d'autant que Legna le dragon ne fait que l'attendre en dehors de la ville, donc il n'aurait pas pu l'aider quoi qu'il arrive. Et même s'il en avait des protections, Noé, Gizmor est le chef des chevaliers, il aurait pu donc facilement utiliser son statut pour contourner ses problèmes. Et enfin, l'incohérence la plus stupide, après que Noé se soit effectivement fait trahir par Gizmor et pris la décision de tourner le dos à l'ordre des chevaliers, donc devenant ainsi l'ennemi public numéro 1, Noé ne parlera jamais à Aeris de l'empoisonnement qu'il a subi, et Gizmor, le fait qu'il soit un salopard mégalomane, il ne le dira jamais à Aeris. C'est quand même un peu con. Ce qui fait qu'Aeris passera la majeure partie du jeu à poursuivre Noé en pensant qu'il est manipulé par Mana ou par c'est quoi, alors qu'une simple phrase de la part de ce petit con aurait suffi pour qu'elle comprenne. D'accord, je peux accepter que Noé n'avait pas les yeux en face des trous au moment de sa fuite du quartier général des Chevaliers, mais il recroisera Aeris plusieurs fois au cours du jeu et ne prendra jamais la peine de lui expliquer clairement ce qui s'est passé. De toute façon, il y a peu de choses qui me rendent plus fou que cela, que ce soit dans les films, dans les jeux ou dans les animés, quand le conflit principal de l'histoire ne peut tenir que si les personnages choisissent sciemment de ne pas communiquer, ou même de prendre 1 minute 30 pour s'expliquer. Personne n'aime avoir des cons comme personnage principal, et je ne suis pas une exception. Bon. Parlons vite fait des autres personnages, et là encore, ça aurait pu être mieux. Il n'y a pas que du négatif, et on en reparlera dans la seconde partie de la vidéo, mais pour l'instant, on va s'intéresser aux persos de merde. Et on a déjà pas mal de choses à dire. Commençons déjà avec le pire d'entre tous, dont j'ai déjà brièvement parlé, le général Gizmor, le grand méchant du jeu, entre autres. Enfin, en tout cas, l'un des 2 grands méchants du jeu, sans trop spoiler. Il nous est montré comme un méchant typique, qui est juste méchant parce qu'il est méchant, et à des années-lumière de l'antagoniste tragique du premier Drakengard, j'ai nommé Mana. Toutes ces répliques sont d'un cliché ahurissant, avec son darwinisme de con, voilà. Les forts doivent tuer les faibles, gna gna gna. Bon, qui n'a aucun sens, et c'est dommage, car il aurait pu être un méchant intéressant. Il était un survivant de l'Empire du premier opus, du côté des perdants donc, ce qui fait qu'il a constamment dû mentir sur son passé afin de grimper l'échelle sociale,
des chevaliers. Il recommença ainsi sa vie en tant que chevalier du sceau, protégeant maintenant quelque chose qu'il voulait détruire jadis. Il aurait pu être une incarnation intéressante du pur pragmatisme, d'un mec prêt à tout pour ne plus jamais se retrouver du mauvais côté du manche. Ça aurait été une excellente base pour explorer le conflit classique du pragmatisme versus l'idéalisme, mais l'intrigue de Drakengard 2 atténue encore une fois tout cela en un simple conflit entre le bien contre le mal. Bon. Quant aux autres personnages secondaires, il n'y a pas grand chose à dire à leur sujet, sauf souligner les incohérences de leur lore. L'un des pires étant Zangpo. Avant de parler de ce gros lard infect, il faut savoir que les sceaux qui protègent le monde sont cette fois liés à chacun des généraux de l'ordre du sceau, qui ont tout intérêt à protéger leurs sceaux, car si ces derniers sont détruits, les généraux en question meurent avec eux. Bon. Ces généraux en question sont des pactisans, concept repris du premier Drakengard. Un pactisan, pour rappel, est un humain qui a choisi d'être lié avec une créature fantastique, que ce soit un dragon, ou un kelpie, ou un gnome, ou peu importe, et reçoit pour cela une force faramineuse. En contrepartie, l'humain en question se voit enlever en lui ce qui lui est le plus cher, comme sa voix pour Inuart à l'époque, ou ses yeux pour Léonard, toujours à l'époque de Drakengard 1. Le général Zangpo, lui, s'est vu arracher son sens du goût, et vu que son seul but dans la vie apparemment c'est de bouffer, il est malheureux, ouais. Alors, quand tu passes d'Ariok, donc le personnage complètement dingue du premier Drakengard, qui est devenu folle après que son pacte lui ait détruit son utérus, voilà, tu passes de ce personnage-là à ce gros sac, ce gros porc de gros sac, comme dirait l'autre, de Zangpo, c'est là que tu comprends qu'on n'est plus dans Drakengard 1. En plus d'être un perso de merde unidimensionnel, Zangpo se paie aussi le luxe d'être incohérent. Son partenaire de pacte Ifrit ne se présente jamais, alors même que Zangpo est sur le point de crever aux mains de Mana. D'ailleurs, on ne voit même pas sa mort, c'est juste pathétique. Pour les autres généraux, qui tiendront lieu de boss par contre, Hanch a payé son pacte avec Kelpie de sa beauté, mais elle a l'air plutôt bien conservée, en tout cas à en juger les artworks officiels du jeu. Quant à Yaha, il a conclu un pacte avec toute une race de gnomes et a été maudit de beauté et de charme, j'ai pas trop compris, mais bon, apparemment il ne peut plus ressentir d'émotion, c'est bizarre on va dire, voilà, c'est un peu boiteux tout ça. Mais je dirais que le défaut le plus frappant de Drakengard 2 est qu'il a complètement trahi le message principal du jeu original, c'est-à-dire la violence ne résout rien. Le jeu nous offre 3 fins différentes contre 5 du premier Drakengard, et toutes plus positives les unes que les autres. Ici, nous tuons des milliers de soldats et obtenons d'abord une fin plutôt positive, puis nous en tuons des milliers de plus et on obtient une autre belle fin, et enfin, nous en tuons un tas de plus encore, et obtenons soudainement une fin parfaitement heureuse. C'est complètement con. S'il y a quelque chose que Drakengard 1 essayait de transmettre et qui était le fondement principal de tous les événements de ce jeu, était le fait que, en gros, le crime ne paie pas. En fait, la meilleure fin de Drakengard 1, c'est la première. Plus on joue au jeu et plus on tue de gens, et plus on obtient des fins de plus en plus apocalyptiques. Et ça, c'était vraiment novateur, parce qu'en général, dans les jeux où il y a plusieurs fins, les fins les plus faciles à avoir, c'est les pires fins, et les fins les plus difficiles à avoir, c'est les meilleures fins. Dans Drakengard, c'est le contraire. C'est juste énorme. Et malheureusement, dans Drakengard 2, on revient à du générique, on revient à du vu et revu, c'est vraiment con. Voilà, tout simplement. Bon. Concernant l'ambiance, on peut dire que l'ambiance de ce jeu, comme je l'ai déjà dit, est plus proche des JRPG traditionnels qu'en précédemment dit, ce qui amoindrit le caractère unique de Drakengard. Je pense que l'intrigue du jeu aurait été meilleure si le protagoniste avait été de la trempe de Kaim ou de Zero, parce qu'une partie de l'ambiance sombre de Drakengard passe par le protagoniste en lui-même. Je pense aussi que l'une des raisons pour laquelle Drakengard 2 a une ambiance significativement moins marquante que les deux autres opus, et qui n'a pas le côté méta des jeux de Yoko Taro. Chacun des jeux de Taro a un message ou une signification unique derrière lui, et utilise la plateforme du jeu vidéo de manière intéressante pour les transmettre, de façon très Kojima-esque, si je puis dire. Sans même parler des brisages de 4ème mur de Drakengard 3, par exemple avec le personnage d'Accord, espèce d'androïde. Drakengard 2 par contre reste en terrain connu, ne tente rien qui sort de l'ordinaire, et raconte une histoire de RPG fantastique correcte, décente mais sans plus, sans méta-récit unique, ni utilisation des éléments interactifs du jeu pour dire quelque chose de plus profond. Et cela semble manquer en termes de profondeur narrative par rapport au reste de la série, et aussi, on va le dire, par rapport au reste des jeux de Yoko Taro. Bon, alors, tout est à jeter dans ce Drakengard 2 finalement. C'est ce que je vous aurais dit si je ne m'étais pas refait le jeu pour cette review, et surtout si je ne m'étais pas refait Drakengard 3, on va en reparler d'ailleurs. Mais donc, en me le retapant, ce Drakengard 2, je me suis rendu compte que malgré les défauts déjà mentionnés, et qui sont définitifs, sur ça y a pas de souci, Drakengard 2 a quand même des qualités intrinsèques indéniables. Et plus d'une fois au cours de ma partie, je me suis dit, attends, c'est vraiment le pire de la série ? Alors déjà, le premier point
positif de ce jeu est sans conteste le respect avec lequel il s'intègre dans l'univers de Drakengard. Et ça, bon, malheureusement, c'est pas une qualité de Drakengard 3, et on en reparlera. En tout cas, Drakengard 2 semble faire tout son possible pour s'intégrer à l'intrigue du premier jeu de la façon la plus déférente qui soit. Si vous voulez une comparaison opposée, eh bien on peut prendre la manière dont Star Wars 9 de J.J. Abrams fait tout pour cracher sur le Star Wars 8 de Rian Johnson, alors que dans le cas de Drakengard 2, même si Yoko Taro n'est plus présent, le respect du matériel d'origine est omniprésent. Se déroulant, comme vous le savez, 18 ans plus tard, le casting de Drakengard 2 comprend une Mana plus âgée, marquée psychologiquement par les événements du premier Drakengard. Il y a aussi Cere, qu'on ne voit pas souvent mais qui m'a fait une bonne impression, et même notre protagoniste précédent, Kaim, est présenté d'une manière plus sombre et plus féroce que jamais pour notre plus grand plaisir. En dépit de ce que j'ai pu dire sur les incohérences dans l'intrigue de Drakengard 2, bien, quasiment aucune ne concerne les personnages du premier Drakengard. Et franchement, ce respect est assez étonnant quand on y réfléchit, vu que le jeu, donc Drakengard 2, fait tout pour essayer de changer le ton sombre et désespéré du jeu original pour quelque chose de plus léger. Et pourtant si, il y a même des aspects du ton original très sombre donné par Taro qui s'infiltrent ici et là dans le second opus. Le jeu fait un excellent travail pour donner de l'importance à Kaim et Angelus dans l'intrigue, avec leurs petites cutscenes effrayantes qui surviennent après la rupture de chaque saut, démontrant la détérioration de l'état mental des deux anciens protagonistes, qui perdent la tête à cause de la rage, de la peur ou de l'hystérie, est quelque chose de très courant dans les autres opus de la série, et de ce côté-là, eh bien, on est en terrain connu. Et pour que vous puissiez comprendre la considération assez remarquable que la suite accorde à l'original, eh bien, je dois vous parler des personnages du 1 que l'on retrouve dans Drakengard 2. Donc déjà, Kaim. J'en avais parlé dans ma première vidéo, mais voilà, son redesign est ultra classe, avec sa barbe et son œil blanc. Bon voilà, Kaim est plus psycho et avide de sang que jamais. Toutes les scènes dans lesquelles il apparaît sont tout simplement cultes, avec tout le monde qui se met à flipper à chaque fois qu'on prononce son nom. Le combat de boss contre lui est juste mythique, et sa relation amoureuse entre guillemets avec Angelus, qui avait été amorcée dans la fin A du premier Drakengard, est largement creusé ici et apporte une conclusion vraiment pleine d'émotions. On sent vraiment l'amour et le respect que les développeurs ressentaient pour Kaim dans ce jeu. Ça saute aux yeux et clairement Kaim est en fait bien plus mis à l'honneur que dans le premier Drakengard où il était le protagoniste, je le rappelle. Je veux dire, les développeurs de Drakengard 2 auraient pu faire de Kaim un espèce de gentil ou au moins le rendre un peu moins dingue afin que Kaim puisse mieux passer dans l'ambiance un peu plus générique de Drakengard 2, qui est moins dark que le premier, comme je l'ai déjà dit. Mais non. Je dirais même que, au contraire, Kaim est encore plus aliéné qu'avant. Voilà, le gars, il est complètement dingue. Il a un pet au casque, voilà. Il n'y a même plus de casque en fait. Complètement dingo. On a quand même une espèce de taré absolu qui veut activer la fin du monde juste pour libérer sa waifu dragon de sa prison dimensionnelle. Je veux dire, le concept est tellement déboîté du cerveau que même Taro lui-même n'aurait pas osé pondre un truc pareil. Parce que à la limite, si Angelus avait été une espèce de dragon anthropomorphisé à gros boobs avec seulement des cornes et une queue de dragon, à la Kobayashi Maid je sais pas quoi, eh bien là j'aurais dit ok, vas-y, pourquoi pas. Mais là, Angelus, c'est un putain de gros reptile qui n'a rien d'humain. Et pourtant Kaim est juste à fond sur elle et il est prêt à tout défourailler juste pour la revoir, je trouve ça fou. Wander de Shadow of the Colossus a fait un truc similaire, mais sa femme est humaine au moins, elle est un peu kawaii. Bon, là, Kaim, il veut détruire le monde pour aller ken un putain de Dratak. Voilà, c'est pour vous dire le concept du délire. C'est merveilleusement perché, surtout pour un jeu comme Drakengard 2, censé être ultra safe. Même Kirby 54 aurait dit à Kaim de lever un peu le pied, quoi. Voilà, parce que là, ça va trop loin. Franchement, Kaim, c'est du 10 sur 10, et ça me rappelle un peu le personnage de Kenny de The Walking Dead de Telltale, qui était un bon perso de la première saison, pour devenir ensuite juste légendaire dans la seconde, alors que pourtant, les écrivains ont changé pour l'écriture de la seconde saison. Parfois, les fans comprennent mieux les personnages que leurs créateurs eux-mêmes, en fait, et voilà, voir Kaim devenir une espèce de furry complètement dingo, bah, je veux dire, voilà. C'est ce qu'il lui fallait en fait. C'est ce qu'il lui fallait et c'est parfait. Franchement, bravo, bravo pour ceux qui ont écrit Kaim dans Drakengard 2. Je tire chapeau, voilà. Passons maintenant à Mana, qui est donc, comme vous le savez, la bad guy, la grande méchante du premier opus. Eh bien, après les événements de Drakengard, elle a repris conscience et réalisé ce qu'elle a fait au monde, ce qui lui a causé un traumatisme psychologique pour le reste de sa vie. Additionnez cela à son enfance difficile avec sa mère, qui lui a toujours préféré son frère serré, et le fait qu'elle est une adulte au début de Drakengard 2, et vous obtenez une position de départ parfaite pour un personnage à explorer. Pour elle, les événements horribles dont elle était responsable sont bien enfouis dans sa psyché, mais ils reviennent la hanter à chaque fois que Kaim se présente devant elle. C'est une excellente occasion d'explorer le PTSD, donc syndrome de stress post-traumatique, et les effets de l'enfance tragique sur une adulte. J'ai vraiment beaucoup apprécié Mana. Le fait qu'elle veuille réparer les fautes qu'elle a commises dans le premier jeu, le fait que l'on explore son manque d'affection maternelle, je n'aurais moi-même pas attaqué le personnage différemment, c'est ce qu'il fallait faire. Voilà.
Et il n'y a pas que les personnages originaux de Drakengard qui sont bien écrits, mais aussi quelques-uns qui apparaissent dans Drakengard 2, comme Yorick par exemple. Et honnêtement, je pense que l'arc de Yorick est le meilleur du jeu. C'était un membre des Chevaliers du Sceau, élève du général Aurore, lorsque Kaim a attaqué le district de la vie éclatante ou je sais pas quoi, après je me rappelle plus du nom en VF. Et donc, Yorick a combattu Kaim aux côtés du général, cependant il a été vaincu, et bien qu'Aurore l'ait sauvé, il s'est rapidement enfui du champ de bataille, craignant pour sa propre vie, et laissant son vieil ami Aurore mourir aux mains de Kaim. Blessé et épuisé, Yorick a fait un pacte avec la mort, rien que ça, pour survivre. Au fil du temps, les chevaliers ont été de plus en plus réformés par Gizmor, et Yorick a ressenti la culpabilité oppressante de sa propre lâcheté. Alors il a quitté l'organisation des Chevaliers du Sceau, et a commencé à vivre comme un exilé masqué. Pendant les événements du jeu, il essaie d'expier en aidant Noé dans sa quête, et à la fin meurt symboliquement, au même endroit où il était censé laisser sa vie, eh bien, il y a plusieurs années, tué par Kaim, qui aussi était censé l'achever à l'époque. Son prix de pacte est également très symbolique. Il a tenté d'échapper à la mort, et a gagné l'immortalité. Enfin, l'immortalité jusqu'à que son partenaire de pacte soit mort, qui s'est ensuite retourné contre lui, alors que la culpabilité d'avoir abandonné Aurore grandissait en lui. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'en général, le prix d'un pacte, c'est le fait de se voir retirer quelque chose, et bien là, le prix du pacte de Yorick, eh bien, on lui a donné quelque chose, l'immortalité. Et c'est la pire chose qu'on pouvait lui donner, vu que le mec, tout ce qu'il voulait, c'était crever, parce qu'il pouvait plus se voir dans la glace, voilà. Tellement il était boursouflé de remords et de regrets. Donc c'est très intéressant, le personnage de Yorick est très intéressant. Donc bon personnage, hein, ce Yorick, dans la plus pure veine du premier Drakengard. Dommage qu'on ne le garde pas plus longtemps dans l'équipe. Bon, je ne parlerai pas vraiment des risques, car c'est un personnage douloureusement sous-exploité, ce qui est bien dommage. À la base, c'est le cliché de l'Osana Najimi, donc l'ami d'enfance de Noé, elle se révèle bien vite comme étant une extrémiste de l'ordre des chevaliers, avec un côté yandere plutôt intéressant. Le problème, c'est qu'on ne la voit quasiment jamais. À se demander pourquoi c'est un perso jouable. Elle se fait trahir par Gizmor, le vilain pas beau, à un moment, et meurt, bon. Pour ensuite réapparaître à la fin. Bon voilà, on ne sait pas pourquoi, sans qu'on nous explique rien de comment elle a survécu. Du bon gros gâchis que le personnage d'Eris, voilà. Mais on va quand même rester sur du positif et parler du meilleur perso du jeu avec Kaim et Yorick, j'ai nommé Legna le dragon. C'est un vieux dragon qui a élevé Noé depuis sa naissance, donc sa fierté et son manque de développement personnel semblent naturels. C'est quand même un dragon. Ses dialogues sont généralement bien écrits et il a des bonnes interactions avec Noé. Il est marrant, il est pragmatique, tout ce qu'on aime. Il se soucie surtout de Noé, le motive, le soutient, mais en même temps il est lié au destin de sa race. Et attention gros spoil, il s'avère que Legna était le dragon avec lequel Inuart avait conclu un pacte dans le premier jeu, donc il a été présent lors de la naissance de Noé et l'a recueilli afin que le garçon puisse devenir une arme contre les Watchers à l'avenir. C'est aussi une bonne base pour l'intrigue, le conflit entre un parent et un enfant, ainsi que son conflit entre ses sentiments personnels pour Noé et son devoir envers sa race de dragon. Legna est l'une des plus grandes réussites du scénario Drakengard 2, et ça, il faut quand même le souligner. Et il faut le dire, le jeu est quand même bourré de bonnes idées, que la plupart des joueurs, moi y compris, n'ont pas initialement remarqué à cause de ce schlag de Noé et de l'ambiance générique du jeu. Pour reparler de Legna, toute sa relation avec Noé est superbement bien écrite, et même la révélation comme quoi il est en fait le dragon noir du premier jeu, c'est-à-dire celui qui a tué les parents de Kaim, attention, et également l'un des principaux boss du premier Drakengard, nous est amené de façon très très intelligente. Dans le premier Drakengard, il est dit que les dragons, tous les dragons, hein, ont ce qu'ils appellent un système de mémoire sanguine, qui leur permet d'évoluer pour devenir plus forts à mesure que la situation dans laquelle ils sont, évidemment, deviennent ardues. On voit donc Legna passer de forme en forme tout au long du jeu, et la couleur bleue de ses écailles se met à devenir de plus en plus sombre. Et vers la fin du jeu, quand Legna atteint sa forme finale de dragon, eh bien il devient tout noir. Et là, ceux qui ont joué au premier Drakengard devinent tout seuls sa vraie identité, sans même que le jeu n'ait rien à nous révéler, directement, c'est juste une superbe idée. Les développements de Kaim et Mana sont également de belles trouvailles, mais il y a aussi les origines de Noé, qui sont un autre concept excellent, et qui provient d'un concept déjà présent dans le premier Drakengard, c'est-à-dire les graines de la résurrection. D'ailleurs, cette idée m'a tellement marqué que je vous en avais parlé, j'avais un peu teasé cette petite révélation dans ma première vidéo sur Drakengard, rappelez-vous. Noé provient donc, tenez-vous bien, de la fusion entre Inuart, le poète dingue du premier Drakengard, et de Furiae, la sœur aux pulsions incestueuses de Kaim. Donc c'est la fusion entre les deux. D'une certaine manière, c'est leur enfant en fait. La manière dont la fusion s'est produite s'est faite alors que Inuart est entré avec le corps sans vie de Furiae dans une des graines de la résurrection du premier opus. Ces deux tarés ont donc fusionné, donnant naissance à bébé Noé, à Chibi Noé, voilà. C'est une excellente idée à tous les points de vue.
car il y a un côté poétique au fait qu'Inuart, qui a toujours été rejeté par Furiae, finit par faire un enfant avec elle en échange de sa propre vie. Ça explique aussi l'attachement de Legna envers Noé, car après tout, il était le partenaire de pacte de son père Inuart. De plus, ça fait de Noé le neveu de Kaim, ce qui donne une épaisseur supplémentaire à son opposition contre lui, et puis incarner le fils d'Inuart qui a été conçu avec un cadavre, donc le cadavre de la sœur de Kaim, dans la suite de Drakengard, est quand même quelque chose d'assez fou. C'est un concept assez capillotracté, et quand on y réfléchit, ça a tout à fait sa place dans Drakengard en fait. Bon, c'est juste dommage que Noé soit si générique et inintéressant, parce que sur le papier, Noé est un putain de perso. Je crois que l'élément qui m'a fait le plus revenir sur ma décision de considérer Drakengard 2 comme le pire de la série, c'est bien d'avoir refait Drakengard 3. Je ne vais pas trop en dire parce que je compte vous faire une vidéo spéciale sur Drakengard 3 dans le futur, mais franchement, je suis désolé pour Yoko Taro, mais son jeu possède des tares et des défauts que même moi, qui suis quand même un fan de ce qu'il fait, Taro en général, même moi je peux pas les ignorer. Et dites-vous bien que je ne parle même pas de son gameplay, parce que c'est un Drakengard après tout. Voilà, quand tu joues à un Drakengard, il faut que tu t'assoies sur le gameplay. Je veux dire, voilà, c'est comme ça. Bon. Mais là, je parle que de l'intrigue et des personnages exclusivement. Bon, déjà, on va commencer. Les dialogues entre Zéro et les disciples n'ajoutent presque jamais rien à l'histoire. Et c'est surtout une excuse pour foutre des blagues grivoises partout. J'admettrai que j'ai ri plusieurs fois au début, mais bon, plus le jeu avançait et plus j'étais mal à l'aise. Plus mal à l'aise qu'autre chose en fait, après avoir entendu la 100e blague sur le fait que Decadus veut se faire fouetter le cul ou que Octa dit qu'il a une grosse tub. Bon, c'est quand même abusé. Voilà quoi, l'humour pipi caca scatologique de base, mais non, franchement quoi, est-ce qu'on est vraiment dans un Drakengard ? Je veux dire, c'est Malaise-Land, c'est vraiment Malaise-Land, et je dirais que à part Saint et tout, donc deux personnages, Saint et tout, qui ont une relation sympa, eh bien les personnages secondaires de Drakengard 3 sont totalement unidimensionnels et inintéressants. Bon, il y a Juan qui est sympa aussi, et Gabriella, mais voilà quoi. Et encore, même Saint et tout ne deviennent intéressants que dans leur DLC payant spécifique. Ce qui est une honte. C'est-à-dire que voilà, pour vraiment comprendre les personnages de Saint et tout, va falloir raquer les mecs. Donc voilà, c'est un peu chiant. Et même lorsque l'on essaie de nous apprendre plus sur les personnages, eh bien, je sais pas moi, comme la façon dont les sœurs de Zéro traitaient leurs disciples ou la relation que les disciples avaient avec leur entonneur respectif, eh bien, c'est presque toujours suivi d'une blague scabreuse et stupide qui tue toute montée dramatique, c'est juste horrible. Je vous le dis, je n'ai jamais été autant gêné devant un jeu vidéo de ma vie. Drakengard 3 est officiellement le jeu le plus cringe auquel je n'ai jamais joué ever. J'irais même jusqu'à dire que, à certains égards, eh bien, bon, l'ambiance de Drakengard 3 est fait un peu moins Drakengard que Drakengard 2 lui-même, c'est quand même un truc de fou. Même s'il y a pas mal de brisage de quatrième mur dans Drakengard 3 et tout ça, c'est un jeu qui est quand même original, quoi qu'on puisse en dire, et que les fins sont sympas, de Drakengard 3 donc, eh bien, l'ambiance globale du jeu est un peu en demi-teinte. Je dirais que le pire, c'est qu'aucune des fins de Drakengard 3 n'est canon, et ça, c'est juste inadmissible. Comme vous le savez sûrement, Drakengard 3 est un préquel au premier Drakengard, le jeu donc est censé nous donner une idée de comment on est arrivé à la situation du premier jeu. Sauf qu'aucune des 4 fins de Drakengard 3 ne fait le lien avec l'opus original. Ce n'est que des fins, entre guillemets, pour rire. Donc, pour trouver une fin qui fait sens avec le premier Drakengard, il faut aller lire le livre, donc l'espèce de nouvelle nommée Dragoon Story Site, publié après la sortie de Drakengard 3, dans lequel Yoko Taro tente de se raccrocher aux branches et tente de proposer une fin cohérente avec le premier Drakengard. Donc c'est juste scandaleux, voilà, on va pas se mentir, le mec te propose 4 fins dans son jeu et aucune n'est canon, c'est du foutage de gueule en bande organisée, je n'ai juste pas de mots pour décrire cette saloperie. T'as 4 fins et c'est au moins d'en squeezer une qui fait le lien avec Drakengard 1. Mais je veux dire, c'était un peu l'argument de vente de Drakengard 3. Genre, ouais, attention, Drakengard 3, l'après-quel de Drakengard, tout sera expliqué, nanani. Non, mais c'est une blague. Et c'est là où tu comprends que Yoko Taro n'avait aucune envie de continuer l'histoire de Drakengard. Il avait juste envie de raconter une autre histoire qui n'a rien à voir, et il a juste collé le titre Drakengard dessus pour faire vendre, c'est tout. Ouais, non. Désolé. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que le jeu est une bouse. La relation entre Mikhail et Zéro est touchante, mais le scénar du jeu ne fait que très peu sens. Il a été écrit avec le cul à bien des égards, et dans tous les sens du terme, si vous voyez ce que je veux dire. Et de ce côté-là, je suis désolé de le dire, mais Drakengard 2 rachète sans problème le 3, sans coup fait rire. Je dirais même que le 2 offre bien plus de scènes mémorables que le 3. Dans le 3, bon, il y a la mort de Fort qui est bien, les fins sont sympatoches, en particulier la fin D qui est très émouvante, et pour le reste, Osef, hein. Bon, effectivement, il y a peut-être, quelques scènes avec Accord qui sont sympas, mais bon, le reste est Osef sur 20, on va pas se mentir. Alors que dans Drakengard 2, les scènes mémorables sont légion. Déjà, toutes les apparitions de Kaim sont goldées, point barre. Même pas besoin de discuter par rapport à ça. Son duel contre Noé est légendaire, dans un environnement
qui me fait dire que Nomura a dû s'en inspirer pour le combat entre Sora et Roxas dans Kingdom Hearts 2 Final Mix. Et soit dit en passant, Kaim tue la mort. Hein, voilà, il tue la mort, le concept de la mort. La faucheuse meurt parce que Kaim la tue. Voilà, rien que ça. Donc, une autre scène culte d'ailleurs, cela va sans dire. La dernière scène entre Angelus et Kaim est également sublime, avec les deux tourtereaux, hein. C'est un truc de ouf, qui périssent ensemble dans un feu purificateur. Voilà, allant en enfer tous les deux, je trouve ça magnifique. La confrontation finale entre Legna et Noé est superbe également, Père versus Fils, un grand classique qui marche toujours. Mais je dirais que le meilleur passage du jeu est celui où on affronte littéralement le syndrome de stress post-traumatique de Mana dans un combat de boss proprement psychédélique. Donc Mana a une grave dépression en raison de sa relation abusive avec sa mère, sans oublier les péchés qu'elle a commis au cours du premier jeu de la possession continue des Watchers, forçant d'une manière ou d'une autre Noé à s'infiltrer dans son esprit pour l'aider à combattre ses traumas. Le combat en lui-même consiste à trancher à travers des hordes de jeunes Mana démoniaques, bon évidemment tout ça c'est un peu métaphorique, hein, voilà. C'est assez frénétique et ça se finit avec une Mana qui accepte finalement ce qu'elle est en cessant de fuir. C'est une scène très belle et je suis dans le regret de constater qu'il n'y a pas grand chose dans Drakengard 3 qui arrive à la cheville d'un moment aussi original. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, parce que j'ai pas envie de trop pisser sur Drakengard 3 non plus, parce que c'est un jeu qui m'a plu, hein, voilà, malgré ce que j'en dis, parce que bon, c'est le retour de Yoko Taro dans la franchise de Drakengard, il y a quand même 2-3 petites réponses sympatoches par rapport à l'intrigue du premier Drakengard, voilà, One est sympa, Zero est vraiment un personnage intéressant, sur ce il n'y a pas de souci, le protagoniste, hein, clairement, de Drakengard 3, Zero, porte à bout de bras Drakengard 3, donc ça a fait quand même un jeu sympathique. Et ça n'enlève pas les gros défauts de Drakengard 2, hein, dont j'ai parlé au début de la vidéo. Mais voilà, franchement, si je devais comparer les deux, bah finalement, je crois que je préfère Drakengard 2. Et c'est quand même incroyable. Enfin, je veux dire, il faut quand même savoir que pendant des années, Drakengard 2 a été, en ce qui me concerne, l'un des pires jeux auxquels j'ai jamais joué. Bon, évidemment, pas forcément en tant que jeu en lui-même. Le fait qu'il soit une suite, pour moi, c'est une honte. Bah, franchement, bon, quand je le compare au 3, bon, il y a quand même des choses qui l'apportent que Drakengard 3 n'apporte pas du tout. Et puis, c'est vrai que l'histoire du fait qu'il n'y ait pas de fin canon dans Drakengard 3, et qu'il faille acheter une nouvelle à côté, un espèce de fascicule, pour comprendre plus ou moins de quoi il en retourne, c'est quand même abusé. C'est comme si tu vas dans un cinéma, tu sors du film, et derrière on te file un livre ou un fascicule pour t'expliquer en fait comment ça se passe, pour t'expliquer la vraie fin, quoi. La fin que t'as vue au cinéma, c'était pas la bonne. Non mais attends, c'est une blague, franchement, mais Yoko Taro, voilà quoi. C'est bien d'être fou, mais il y a même des limites à la folie, Yoko Taro. C'est bien d'être fou, hein, mais bon, détends-toi quand même, voilà. Bon, et je dois dire, et là, je vais peut-être partir en tangente, dans une petite tangente. C'est vrai que moi, dans ma tête, quand je pense à des génies conceptuels du jeu vidéo japonais, eh bien, moi, je pense toujours à une espèce de trio de la mort, Hideo Kojima, Yoko Taro et Ueda. Donc Kojima avec les MGS, Metal Gear Solid, Taro avec les Drakengard et les Nier, et Ueda avec, bien sûr, Ico, Shadow of the Colossus et The Last Guardian. Et franchement, avec le recul, je me demande si c'est pas Ueda, qui est quand même le moins connu des trois, il n'a pas le mieux tiré son épingle du jeu avec ces trois jeux, quoi. Voilà. D'ailleurs, c'est dommage, j'aimerais bien qu'il revienne, le Ueda, mais apparemment, bon, voilà, il en a fini avec les jeux vidéo. Alors voilà, la vidéo est terminée en espérant qu'elle vous ait plu. N'oubliez pas de vous abonner pour encourager la chaîne, et si vous voulez, effectivement, voilà, d'aventure, me soutenir davantage, jetez un œil à nos t-shirts et mugs disponibles dans la boutique. Vous pouvez aussi effectivement faire un petit don via PayPal afin de soutenir financièrement la chaîne car elle en a grand besoin. Voilà, petit coup de Patreon, petit coup de PDF si vous voulez effectivement vous jeter dans l'aventure YouTube. Bref, quoi qu'il en soit, prenez soin de vous et à la prochaine.